France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien ou pour l'entretien de Bienvenue au Club. Pour commencer, l'ancienne dessinatrice de Charlie Hebdo a définitivement refermé la page du dessin de presse pour la bande dessinée. 6 ans après la légèreté, elle publie avec philosophie Humaine trop humaine, demain chez Dargaud, dans la lignée de Mes hommes de lettres, du Pont des Arts, de Moderne Olympia ou encore de Delacroix, adaptation graphique d'un texte d'Alexandre Dumas. C'est Catherine Meurice qui est aujourd'hui notre invitée. 12h50, c'est le Book Club. Des livres contre l'oubli, quels sont les enjeux mémoriels aujourd'hui, comment la littérature peut s'en saisir. On en parle avec deux trentenaires, les écrivains Chloé Corman pour Presque Sœur et Joachim Schnerf pour Le Cabaret des Mémoires. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Anouk Delfino avec Anna-Livia Marcheson et Joseph Julien, réalisée par Thomas Beau. Bonjour Catherine Meurice. Bonjour, ravie de vous avoir dans cette émission, dans cette introduction à la philosophie que vous nous offrez aujourd'hui. Vous placez des penseurs dans des situations ultra quotidiennes. Un institut de beauté, une cuisine, un musée, un café, dans un supermarché. Et vous, dans quelle position ou dans quel lieu vous philosophez le mieux? Peut-être à ma table à dessin, tout simplement parce que je me pose beaucoup de questions et toutes ces questions se retrouvent dans mes bandes dessinées, quelles qu'elles soient. Donc c'est peut-être une façon de philosopher. Oui. Vos questions, l'être et le néant, c'est ça? Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? L'être et le néant avec un nez rouge. Mais c'est pas si loin de cela, parce que c'est vrai qu'après La légèreté, par exemple, l'album qui est sorti en 2016, qui racontait l'après Charlie, oui, de grandes questions sur notre condition humaine m'ont traversé l'esprit, oui. Dans quelle réflexion, dans quelle démarche vous vous êtes installé quand vous avez commencé cet album? Il faut raconter qu'il est né d'une série de chroniques que vous avez réalisées pour le magazine Philosophie Magazine, qui vous a proposé de signer régulièrement, après une première tentative, plusieurs pages et colonnes dans le journal. Et vous vous êtes dit à un moment, pourquoi moi? Ou il a été évident que vous pourriez répondre du tac au tac à cet exercice? Ma grande expérience, maintenant que je suis plus âgée, diplômée. non, fait que j'accepte avec toujours beaucoup d'enthousiasme les invitations comme celle-ci. Et il se trouve que je suis lectrice de Philosophie Magazine depuis longtemps. Avant moi, il y avait le dessinateur Jules qui faisait une page de bande dessinée et non pas deux. C'est encore un exercice différent. Et Philomag, pour les intimes, c'est une revue dans laquelle je trouve souvent des idées ou alors la confirmation de certaines intuitions que je peux avoir. Et ça me nourrit pas mal. Donc j'étais très heureuse qu'on me demande de participer à cette revue. Et on m'a laissé carte blanche. Le rédacteur en chef, Alexandre Lacroix, m'a dit voilà, tu fais ce que tu veux. Et j'ai assez vite pensé à introduire un personnage féminin parce que la philosophie... En tout cas, pour moi, c'est très impressionnant. On sait que les penseurs célèbres qu'on connaît sont plutôt des penseurs mâles, masculins, des hommes. Évidemment, il y a Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, etc. Mais enfin, quand même, la galaxie philo, c'est quand même beaucoup d'hommes. Donc, je voulais introduire un personnage féminin qui puisse apporter la contradiction avec humour, qui puisse se moquer ou être à côté de la plaque, parfois, pour révéler quelque chose de cette pensée, oui, qui est représentée souvent par des hommes. Voilà, questionner, contredire, critiquer, douter, peut-être tout simplement. Alors, vous n'êtes pas diplômé, agrégé de philosophie, pas du tout dans la vie. Peut-être que la vie vous a aussi appris à l'être. Malgré vous, on devient comme ça philosophe parfois. Et en même temps, tout ça, c'est pas surprenant, parce que vous n'avez pas cessé de mettre le partage, la vulgarisation, la sensibilisation au cœur de votre démarche de BDiste, de votre travail, de votre art aussi. Et c'est passé par un album, le Pont des Arts, sur la création artistique, mais on peut aussi citer comment l'homme a compris à quoi ressemble l'univers sur la connaissance scientifique. Donc toute cette démarche-là, elle est au cœur de votre projet peut-être, et ce n'est formulé ou pas, mais en tout cas au cœur de votre envie de BD. Oui, je dirais que c'est pas toujours conscient parce que,
En réalité, je me sers de mes livres pour apprendre déjà moi-même. C'est-à-dire que je n'ai pas l'intention d'apprendre des choses aux gens. Je veux d'abord apprendre, moi. Connais-toi toi-même, comme dirait l'autre. Donc je me sers de mes albums pour comment dire, fixer, peut-être ne pas perdre certaines idées ou fixer des connaissances. J'ai vraiment l'angoisse comme ça de perdre en route la mémoire des textes, la mémoire des idées. Donc j'essaie de les fixer dans les livres et j'en profite aussi pour continuer d'apprendre à dessiner. Voilà, c'est vraiment un mouvement double comme ça. Et transmettre. Et alors la transmission, oui, c'est sûr que je n'y pense pas quand je fais les livres, mais vraiment. C'est vrai. Ouais. Non, on fait toujours les livres pour soi. C'est une démarche au départ égoïste. Je pense que tous les romanciers peuvent le dire ou les auteurs de bande dessinée. Et c'est une fois que le livre est terminé qu'on se rend compte qu'il peut être transmis, partagé, et qu'on se rend compte aussi de ce qu'il y a dedans. Ça, c'est assez étonnant souvent. Ouais. Les scénettes que vous dessinez sont très, très drôles. Pourquoi ? Est-ce que vous diriez qu'au fond, aujourd'hui, l'humour, c'est le doute, c'est une manière de douter, et que la légèreté n'ôte rien, finalement, à la pensée ? Je crois que l'humour, c'est le moyen le plus sérieux de considérer la condition humaine. C'est comme d'être face à un tableau, puis de reculer de quelques pas pour voir le tableau dans son ensemble. Et bien sûr, on sait que l'humour sert à combattre l'absurdité du monde, la cruauté de ce monde. Et je crois que la bande dessinée en particulier, peut-être qu'elle ressemble à la philosophie de cette manière, c'est qu'elle a recours à la simplification, à l'abstraction pour parler du réel. Et je crois que cette forme d'irréalisme permet de mieux cerner finalement la vie. La philosophie, elle a recours au concept. Donc peut-être qu'on peut dire que la philosophie et la bande dessinée sont cousines. Et la condition humaine, vous l'illustreriez comment aujourd'hui ? Vous parlez d'un tableau, vous faites cette comparaison. Ce serait une scène de déluge, il y aurait une lumière qui apparaîtrait dans le coin du tableau ? Ah, ça, c'est difficile de trouver tout de suite une image. Soit c'est une image, soit c'est un récit. Soit c'est une illustration ou un dessin de presse, soit c'est une bande dessinée. Il faut que je choisisse, là. Je suis à un carrefour. Quel métier vous voulez que je fasse, Olivia ? BD, dessin, BD. BD, alors BD, ce serait une petite histoire, un strip. Je ne saurais vous répondre. Il y aurait sans doute un gag pour masquer sans doute une éventuelle grandiloquence. C'est vrai que quand on évoque la condition humaine, voilà, ouais. Ça pèse 3 tonnes. Donc il faudrait à tout prix quelque chose de drôle pour essayer de dégonfler un peu cette baudruche et puis de regarder cette petite baudruche dégonflée qui est très précieuse, bien sûr, mais... La réduire un peu pour pouvoir mieux la porter ou l'observer. Vous nous racontez par exemple l'abécédaire de Deleuze, Gilles Deleuze. Amené à vérifier sa vue chez l'ophtalmo, il ne peut pas se contenter de lire les lettres sans les assortir d'un mot ou d'un concept. Il est comme ça, Gilles Deleuze, il commande tout par ailleurs. Happé comme philosophie, il donne sa définition du mauvais philosophe. C'est quelqu'un qui n'invente pas de concept, qui ne pose aucun problème, qui se contente de donner des opinions. Bon, pas mal. Et vous, votre définition du bon philosophe ? Est-ce que ce serait un philosophe facile à croquer ? Un bon philosophe, j'ai en tête des dessinateurs comme par hasard, ce serait Sampé, ce serait Wolinski, ce serait Cabu, ce serait Copy, ce serait GB. Ouais, comme par hasard, j'ai que des noms de dessinateurs qui dégringolent. Et ce sont des dessinateurs qui sont drôles et qui en plus m'ont énormément appris. Ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'en fait des bons philosophes ? Tous ces noms de ceux que vous avez cités, c'était des maîtres à un moment pour vous, des figures qui ont compté, peut-être tutélaires dans votre pratique, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres ? L'art de la synthèse. Ils ne parlaient pas pour ne rien dire, ils ne se prenaient pas au sérieux, c'était des puits de science qui arrivaient à tirer le seau de ce puits et on allait tous s'y abreuver avec joie. Donc je crois que c'est ça, je garde en tête c'était en plus des amis pour la plupart, des gens très simples, doués pour l'amitié, très, très intéressants et surtout modestes. Et je crois que oui, il y a de la philo dans leurs dessins parce que en fait la philosophie on la rencontre dès lors qu'on se pose des questions, dès lors qu'on est... quelque chose ébranle nos principes dans l'existence et dès qu'on fait une expérience qui nous bouscule, l'expérience de la vie, de la mort, d'une naissance, d'une séparation, etc., on peut se retrouver philosophe voilà, comme ça.
nous tombe sur le coin de la tronche. Non, parmi les noms que vous citez aussi de dessinateurs dans cette famille-là, beaucoup d'hommes, comme pour les philosophes qu'on vient d'évoquer. Et vous étiez, vous, quand vous êtes arrivé à Charlie Hebdo, Catherine Meurice, une des premières femmes, jeune fille, voire la seule, à intégrer aussi cette bande de garçons, qui vous a par ailleurs très bien accueilli. Vous l'avez déjà raconté plusieurs fois aujourd'hui. Dans la bande dessinée, il y a pas mal de femmes qui arrivent vraiment à tirer leur épingle du jeu, et vous en faites partie. Il n'y a plus rien à prouver pour les femmes en bande dessinée, ou vous avez encore le sentiment que c'est une quête et une conquête? Il faut s'établir, il faut trouver son chemin et s'imposer. Toujours s'imposer, oui, je crois pour les femmes en général, ce sera toujours ça malheureusement. Après, c'est vrai que ça fait longtemps que je lis des bandes dessinées de femmes et je ne me suis jamais dit c'est génial parce que c'est une femme. J'ai toujours plongé dans leurs histoires, je pense à Alison Bechdel, à Posy Simmonds, enfin, c'est vrai qu'il y a des autrices extraordinaires, aujourd'hui même des plus jeunes. Et c'est vrai que je ne réfléchis pas au genre, en fait, quand je lis. Mais il se trouve que dans notre société, oui, on est encore obligé de brandir un peu la pancarte. Je pense, j'ai l'image de la mascotte du mondial qui vient, parce que c'est pareil que ça ressemble à un clitoris, pardon, donc il faut brandir encore ce petit symbole. C'est un bonnet. Oui, il paraît, oui. Un bonnet phrygien. Un bonnet phrygien, pardon, Ouais. je fais une digression là. Oui, bien sûr, il faut encore jouer des coudes pour qu'on nous écoute et qu'on nous lise, mais en effet, il y a beaucoup plus d'autrices aujourd'hui et énormément de lectrices qui sont au rendez-vous. Oui. Quel est le philosophe, en travaillant pour Philosophie Magazine, Philomag, comme vous dites, qui vous a aidé, vous, au quotidien, et d'ailleurs, est-ce que c'est le but de la philosophie, dans ces dernières années, dans ces moments compliqués qu'on a tous traversés, la crise sanitaire aussi, la pandémie, le confinement, le projet date d'un peu avant ce moment, parce qu'il y a beaucoup de planches aussi qui subliment ou qui transcendent la colère, cette colère qu'on peut avoir enfouie en nous. Est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui, un philosophe, une philosophe fétiche qui vous aide dans ces moments-là? Non, ils sont plusieurs, ça dépend vraiment de l'état d'esprit du jour. Je pense à Montaigne qui pense à sauver à gambade, qui fait des digressions plus intéressantes que la mienne il y a 2 secondes, qui parle autant de politique, de livres, de loyauté, d'amitié, etc. Donc il a une façon pas du tout pédante d'aborder la philo. Donc Montaigne est toujours bon à prendre, c'est toujours bien de l'avoir avec soi. Hannah Arendt, d'une certaine manière, en fait, chaque planche a été faite dans un contexte particulier. Les pages sur Hannah Arendt, je les ai faites pendant le procès de l'attentat contre Charlie. Et j'étais pleine de colère, j'étais troublée. Et comme par hasard, j'ai traité de Hannah Arendt qui évoque bien sûr la banalité du mal. Peut-être qu'on ressent la colère dans ces 2 pages. Par ailleurs, Henri David Thoreau m'aide beaucoup. Je l'adore, voilà, évidemment. Walden, La vie dans les bois. Bon, il a passé que 2 ans et puis il sortait souvent du bois pour aller chercher des paniers garnis que sa mère lui confectionnait. Mais bon, c'est marrant aussi de connaître la petite histoire derrière son grand texte sur la nature. Par ailleurs, il était contre l'esclavage. Il a vraiment agi pour la fin de l'esclavage. Bon, c'est une personne passionnante. Tocqueville aussi. Ces deux écrivains, ces 2 auteurs sont aussi associés à ce qu'on pourrait appeler les grands espaces, bien sûr, même si c'est devenu un fantasme. Ils disparaissent, ces grands espaces, ces espaces sauvages, mais Tocqueville et Thoreau les ont vus, sont passés à travers ces forêts aux États-Unis, ont vu que les dégâts étaient déjà là et que ça allait commencer à sentir un peu le mauvais. Et donc en cela, oui, par exemple, je trouve que ces 2 auteurs sont très intéressants. Mais il y en a plein d'autres. Simone de Beauvoir, bien sûr. Simone Veil. Tous vraiment, il y a toujours quelque chose à prendre chez chacun d'entre eux. Oui. Mais parfois, c'est comme une sorte de
de boîte à idées ou de boîte à pensées. Vous l'ouvrez et vous en sortez une ou un philosophe, une pensée, et ça s'ajuste aussi aux sentiments, aux émotions du moment. On voit que vous avez aussi traité de cette question en allant contre les dogmes, sans révérence aussi par rapport à tous ces grands penseurs, ces monstres de la pensée aujourd'hui, avec l'idée que peut-être le dogme nuit à la réflexion. On parlait du doute tout à l'heure, il y a cette invitation à travailler notre esprit critique aussi par rapport à tous ces penseurs et à leurs concepts. Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui pour la bande dessinée, pour l'art en général? Est-ce qu'il faut mettre le doute au cœur de la démarche artistique? Oui, bien sûr, je pense qu'il y est depuis toujours. Je pense qu'il n'y aurait pas d'art s'il n'y avait pas de doute. En ce qui me concerne, il y a un doute à chaque livre. À chaque livre terminé, je doute tellement que je me dis, c'est pas possible, il faut que je fasse un autre livre. Et alors c'est reparti, voilà, je remets une pièce dans la machine et c'est reparti. Mais est-ce qu'il y a aussi des dogmes en BD contre lesquels il faut lutter? Probablement. Alors, je ne me sens pas du tout concernée par les dogmes, peut-être parce que j'ai d'abord appris à être dessinatrice de presse dans cette équipe de Charlie, cette équipe d'insolents et d'effrontés de Charlie, où les cases n'existaient pas, les cases de BD, la grammaire de la bande dessinée n'existait pas. Certains même n'appréciaient pas trop la BD, Cavana et d'autres. Donc, j'ai appris à raconter des histoires sans me soucier des codes de la bande dessinée. Ça a toujours été comme ça et je reproduis ça, j'importe ça dans mes livres. Et donc, je jouis d'une grande liberté et c'est ce qui fait que je peux faire sans scrupule un livre comme Delacroix où on mélange la bande dessinée, l'illustration, le texte avec Humaine trop humaine, où on a des cases, mais elles sont à peine perceptibles. Et je privilégie toujours le texte. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Est-ce que c'est intéressant? Si c'est pas intéressant, je m'abstiens. Et surtout le rythme, voilà, parce que ces pages sont des petites comédies. Le rythme est très important. Oui. Vous accepteriez justement en rythme de nous en lire une, celle de votre choix? On peut imaginer peut-être Jean Kelevitch et Ça m'a échappé, jusqu'à ce que sa femme lui échappe. Ou Diderot, Jean Kelevitch, 72. Diderot, page 13, Saint-Augustin, page 22. C'est terrible parce qu'en général, quand on lit des sketchs, des dessins humoristiques à la radio, c'est pas facile. On se prend un vent. Voilà, un vent. Mais personne ne peut... Là, vous êtes protégé par les murs du studio. D'accord. Ça peut pas arriver. Alors, mais en plus, je vais me relire. Ça fait longtemps que je me suis pas relue. Ça va peut-être être pas terrible. Il y a aussi Rousseau avec son Tout à l'ego. Ah oui, alors Rousseau, c'est très bavard. Mais Rousseau... C'est plus simple parce que c'est bavard. Il est page 24. Merci de me dire. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Rousseau, bah oui, Rousseau, je l'aime bien. Il parle de la nature, l'homme sauvage, etc. Mais il est épuisant. Il est épuisant. Il se lamente tout le temps. Donc je l'ai fait en train de se lamenter. Mais ça va peut-être être long. Bon, je commence. Alors, le titre de la BD, c'est la faute à Rousseau. Alors, on voit Rousseau dans Les Sapins, etc. Il est très, très, très énervé parce qu'il est persécuté. Alors, me voici... Ça, c'est Rousseau dans le texte. Hein. Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. Les hommes ont été méchants avec moi. Ils ont brisé les liens qui m'attachaient à eux. Seul et délaissé, je sens venir le froid des premières glaces. Qu'ai-je fait ici-bas? J'étais fait pour vivre et je meurs sans avoir vécu, pauvre de moi. Déjà, il nous saoule. On est case 2. C'est vraiment le texte. Alors, évidemment, je trie. C'est-à-dire que je fais une compile des moments les plus pénibles. Mais il va se ressaisir. Il va se ressaisir. En tout cas, c'est pas de ma faute. J'ai rien fait de mal. Moi, là, c'est la faute des hommes. C'est haineux, c'est perfide. Ils m'ont lancé des cailloux. Ils m'ont traité de monstre. Ils ont craché sur le pauvre Jean-Jacques si doux. Je suis doux. J'ai un regard doux. Là, il regarde un fan dans les yeux. Et voilà, et après il dit je n'aime plus les hommes, mais toi nature, je t'aime, tu es mon ami, n'est-ce pas? Voilà, que ne puis-je finir mes jours ici sans jamais revoir un humain qui me rappela les calamités qu'il se plaisait à dire sur moi depuis tant d'années. Il commence à pleurer. On joue beaucoup à la comédie quand on dessine. Je suis désolée, là c'est la première fois que je le fais au micro. Et la nature l'observe en train de se lamenter. Et la nature dit mais c'est qui ce parano quoi? Faites-le taire. Donc il y a les oiseaux qui commencent à gueuler en disant mais c'est quoi son délire? Mais tais-toi. Et en fait il continue de gémir. J'oublie les ruses des sournois. Je m'affecte plus. Nature, grâce à toi, je m'attendris sur moi-même et ça me plaît. Et en fait il s'adore. Moi. Et les animaux et la nature deviennent dingues. Et en fait, elle se fout en l'air, la nature explose, alors que Rousseau, lui, revient peinard, sort du bois, en disant, voilà, en gros, j'ai fait une belle petite balade au creux de la nature, j'étais bien. Et en fait, en arrière-plan, on voit la nature qui explose, saoulée par Rousseau, quoi. Voilà. Mais je dis ça alors que j'ai beaucoup d'affection pour Rousseau. Et
Voilà, les rêveries du promeneur solitaire, c'est quelque chose... Mais il va la retrouver. Et il va la retrouver, bien sûr, bien sûr. Ça se termine bien. Et en plus, je dis que la nature explose, mais la nature, elle nous survivra. Donc, bon débarras. Voilà, l'histoire d'amour de Jean-Jacques Rousseau avec la nature qui se termine sur des retrouvailles et un grignotage de cerises avec votre héroïne qui se double, qui vous ressemble beaucoup et qui termine et clôt cette histoire. Catherine Meurice est notre invitée à l'occasion de la parution de Humaine, trop humaine chez Dargaud. France Culture, bienvenue au club. Deria Yildirim sur France Culture avec le groupe Simsek et ce titre Bal, extrait de leur deuxième album, un groupe qui revisite la pop stambouliote et qu'on pourra écouter, que vous pourrez écouter si vous passez par là demain au Petit Bain à Paris dans le cadre du festival Les Femmes s'en mêlent. Voilà, les femmes se mêlent de BD, de pensée aujourd'hui et aussi de musique, d'où notre choix et notre plaisir de recevoir Catherine Meurice à l'occasion de la sortie, de la parution de son album Humaine, trop humaine, qui rassemble des chroniques réalisées pour Philosophie Magazine et qui paraît chez Dargaud. Vous êtes une grande lectrice de bande dessinée, bien sûr, mais surtout de romans français et étrangers, Catherine Meurice. Vous aimez aussi beaucoup, paraît-il, les catalogues d'exposition et les livres d'art. Quels artistes avez-vous réellement découvert, vous, dans les livres? Pas au musée. Dans les livres, Vallotton, peut-être, Félix Vallotton. Je connaissais ses gravures ou ses linos en noir et blanc, mais c'est surtout sa peinture aux couleurs incroyables, étranges. Ça, j'ai découvert dans les catalogues. Des tas d'autres aussi. Ou Cy Twombly, ses photos, ses polaroïdes, ou certaines de ses toiles, parce qu'on ne le voit pas partout. Alors, il faut vraiment voyager pour voir les toiles de Cy Twombly. Donc, oui, vraiment, c'est vrai que les catalogues, pour moi, sont complémentaires des expos. J'ai absolument besoin d'avoir ça autour de moi. Ouais. Ça m'inspire beaucoup. Souvent, je feuillette ces gros bouquins avant de commencer une histoire ou avant de
commencer un dessin. Ils font partie de votre bibliothèque idéale, assurément. Le critère absolu en art, on dit toujours que c'est le beau, sans qu'on sache vraiment trop ce que ça veut dire, mais et l'humour, celui que vous aimez, vous, trouver dans la vie, que vous mettez dans vos albums, est-ce qu'il vous arrive aussi de le rencontrer dans les peintures ou dans la sculpture? Oui, dans les peintures, oui, j'adore trouver des gags dans les peintures extrêmement sérieuses. Si vous allez au Louvre, que ce soit au département des peintures du Nord ou italiennes, mais il y a toujours un truc. Je sais que dans l'aile Sully, ça fait longtemps que je ne suis pas allée, mais il y a un tableau où il y a un moine qui a 2 doigts se prendre une tuile sur la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui fonce sur lui. Ou même au musée d'Orsay, mais ça, je l'avais réutilisé dans Modern Olympia. Vous avez un tableau très médiéviste, c'était la mode à l'époque au 19e, donc de reprendre comme ça des thèmes du Moyen-Âge. Et je me souviens plus, je ne sais plus de quel est l'auteur du tableau, mais il y a un énorme cierge qui est tombé au pied d'un roi devant le trône, et on dirait une énorme clope qui fume. Et on ne voit que ça. On dirait que Pantagruel a laissé tomber sa cigarette, quoi. Donc ça, je l'ai remis. Pas pu m'empêcher de le mettre dans une bande dessinée, quoi. Bah oui, les sources d'inspiration, elles sont là aussi. Vous avez été élu à l'Académie des Beaux-Arts il y a 2 ans. Vous avez fait entrer la BD à l'Institut de France en acceptant cette invitation. Aujourd'hui, c'est le scénariste Benoît Peeters qui l'a fait entrer, la bande dessinée, dans un autre temple, non pas de l'art, mais de la pensée, le Collège de France. Vous auriez eu toute votre place là-bas, d'ailleurs, hein, surtout après ces chroniques que vous avez signées, en réunissant pensée et bande dessinée. En acceptant la chaire annuelle de création artistique, mention poétique de la bande dessinée, Benoît Peeters a donc choisi d'asseoir cet art. Il le fait avec plein de doutes, hein. C'est aussi lui un théoricien de la BD. Il dit que la BD a son génie propre. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, la BD est géniale au sens où elle est un pont des arts, en fait. La BD, c'est la littérature, la littérature, la philosophie, la photo, le cinéma, etc. Tout ça se mélange dans la bande dessinée. Elle est vraiment, elle jette des passerelles entre tous ces arts. Et c'est un art populaire, mais qui arrive à emprunter et à digérer tous les arts qu'on dit supérieurs. Et en cela, je trouve que c'est pas du tout un art mineur. Au contraire, il est au même niveau que les autres, même si on ne le sait pas encore assez. Et son génie propre, il tiendrait à quoi? L'art de l'ellipse qui nous fait voyager dans le temps. Il y a quelque chose d'assez proustien dans la bande dessinée, je crois. C'est qu'on peut toucher du doigt, on peut toucher ce temps à l'état pur dont parle Proust, juste en lisant quelques cases, parce que le temps s'écoule d'une certaine manière dans une planche, et puis on peut revenir aussi en arrière, donc revenir dans le passé, puis aller plus loin. Et en cela, cet art séquentiel, oui, permet de saisir, de donner de la matière au temps. Peut-être que c'est ça le génie propre de la bande dessinée. Merci beaucoup à vous, Merci à vous. Catherine Meurice, d'avoir été avec nous. Bonjour Sébastien. BonjourTel, Olivia. au programme de notre book club aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui un book club autour de la mémoire et du devoir de mémoire avec les 2 auteurs Chloé Corman et Joachim Schnerf. Et vous pouvez encore réagir à cette citation de Primo Levi. Auschwitz m'a marqué mais ne m'a pas ôté le désir de vivre. Au contraire, cette expérience a accru mon désir. Elle a donné un but à ma vie, celui de témoigner, afin qu'une chose pareille n'arrive plus jamais, Olivia. Voilà, on ouvrira ce club de lecture avec les mots de Primo Levi et avec nos invités. Merci Sébastien, à tout de suite.